Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ma vision de la transition écologique. Donc, par rapport à la présentation de Julie, je vais essayer de le faire avec beaucoup d'humilité et d'éviter une situation trop culpabilisante par rapport à ce que je veux vous partager. C'est plutôt de vous apporter des clés de lecture dans la façon d'aborder la transition écologique dans vos services et dans vos établissements. Et peut-être pour commencer, bon, j'interviens à la fin du congrès. J'ai pu discuter avec pas mal de gens hier soir et aujourd'hui sur la problématique. Mais je voulais vous poser une question assez simple. Qui pense aujourd'hui, peut-être à main levée, qui pense aujourd'hui que la transition écologique est essentielle sur vos établissements, mais assez complexe à mettre en place au quotidien? Peut-être à main levée, ok, ok, ok. Donc, bon, je vous partage le résultat à peu près, c'est une très grande majorité, on dirait. Donc les quelques personnes qui n'ont pas levé la main, bon, j'espère qu'on n'est pas forcément sur climato-sceptique, mais sinon je vais essayer de vous apporter quelques éléments sur le défi. Donc je voulais introduire mon propos sur un élément qui a été partagé euh, plusieurs fois durant le congrès. C'est finalement la grande problématique, c'est plus finalement se poser la question est-ce qu'il faut agir, mais plutôt comment agir, avec qui, quel écosystème embarquer, avec quels moyens, ces différents éléments, et c'est l'objectif de comprendre les principaux défis. Bon, on l'a vu sur plusieurs présentations, donc j'irai assez rapidement, mais à travers 5 constats, on pourra partager les défis du secteur, repérer les différentes obligations. Là encore, je vais essayer d'être assez succinct dans cette partie pour pas vous faire un webinaire sur les obligations. Il y a quelques documents assez précis qui vous résument ça, et surtout d'identifier quels sont les leviers que vous pouvez actionner pour engager une démarche de transition écologique. Pourquoi ce sujet également aujourd'hui? Trois dynamiques assez rapides. Finalement, les événements climatiques ont un impact finalement et une contrainte d'exploitation pour vos services, vos établissements. Les différentes obligations, corpus réglementaire se renforcent et se renforcent de plus en plus vite, on va le voir. Et peut-être le point le plus dimensionnant, c'est que le coût de l'inaction aujourd'hui augmente et augmente de plus en plus vite. On va le voir sur certaines actions aujourd'hui. Même si je suis un fervent de la transition écologique, c'est mon métier, je vais peut-être vous parler plus de chiffres et plus de gestion. Donc, j'aime bien cette image sur cet iceberg, c'est justement questionner, est-ce qu'on parle d'engagement écologique, est-ce qu'on parle de responsabilité gestionnaire? La plupart du temps, on va mettre l'engagement écologique comme un invariant pour passer à des actions de transition écologique. Moi, ma perception des choses, c'est que oui, ça peut être le déclencheur, mais c'est finalement des personnes qui ne sont pas forcément militantes doivent et peuvent engager des transitions écologiques pour d'autres raisons, pour des raisons plutôt de pilotage d'établissement, en lien avec l'évolution du coût de l'énergie, l'impact également sur des ruptures d'approvisionnement liées à la politique d'achat, sur l'augmentation du coût de l'énergie. Donc on se rend compte que c'est aujourd'hui de plus en plus ces différents éléments qui vont faire passer l'action écologique au premier plan et peut-être au cœur de la gestion d'un établissement. Donc le schéma que je vous propose, c'est aussi de prendre en compte que la transition écologique doit et peut devenir un élément au cœur du pilotage de vos établissements, parce que d'une part, c'est un principe qui sécurise la continuité d'activité. On parlait justement de budget d'exploitation contraint et de plus en plus contraint. On le retrouve également dans d'autres secteurs d'activité. Je ne l'ai pas évoqué, mais j'interviens sur tout secteur d'activité, toute filière. Donc là, j'essaye de vous donner ma lecture sur le secteur de la santé et médico-social, mais ces éléments-là, on les retrouve pour tout type d'entreprise. Dans votre cas, il y a aussi
un point essentiel sur la qualité d'accueil, de pouvoir apporter aussi une résilience à votre modèle et à vos établissements. Ça peut également jouer sur l'attractivité, la réputation de vos services, de vos actions, de vos établissements. Et bien sûr, c'est une problématique dans la maîtrise des charges avec les différents impacts qu'on trouve à l'échelle internationale. Je pense depuis 4-5 ans, vous avez tous subi ça, une évolution massive de vos charges dans vos établissements, notamment liées au gaz et au fioul. C'est des éléments qui fragilisent la continuité d'activité de ces établissements. Donc, je vous propose de parcourir un peu les différents sujets. Une première partie sur la compréhension des défis, une deuxième sur la partie clarification rapide des principales obligations qui s'imposent à vos établissements, et après, comment on peut passer à l'action avec certains leviers méthodologiques et aussi des exemples pour prendre conscience que ça peut plus vous rapporter dans certains cas que coûter en termes d'action transition écologique. Donc sur la compréhension, compréhension et clarification des défis, il faut comprendre que le secteur de l'autonomie est un secteur en première ligne parce que vous accompagnez des personnes plus vulnérables. Vous avez aussi une gestion de flux au quotidien et on le retrouve à chaque fois, je ne sais plus qui le disait dans les précédentes interventions, c'est à chaque fois, ça peut faire les gros titres dans la presse sur la préoccupation face à cette population, notamment face aux périodes de canicule. Donc à travers les différents constats, le premier constat, c'est la transition écologique devient une gestion de la vulnérabilité de vos établissements et de vos résidents. Donc les principaux risques qu'on va retrouver, c'est les tensions énergétiques sur les charges, sur la ressource en eau, qui est aujourd'hui pas forcément contraint dans tous les territoires, mais des territoires du Sud-Est le rencontrent déjà. La canicule, donc c'est des éléments qui viennent fragiliser, rendre plus vulnérable le fonctionnement normal et la qualité d'accompagnement au sein de vos établissements. Deuxième constat, le chiffre Project l'évoquait hier, je ne reviendrai pas du tout dessus, mais prendre conscience que le secteur de l'autonomie représente 1,5% de l'empreinte carbone nationale et surtout le point à retenir, c'est sans action concrète aujourd'hui, ça peut être assez exponentiel, plus 40% à 2050. Le troisième constat, c'est vous ne partez pas du même endroit. Vous allez sans doute m'entendre dire ça plusieurs fois en fonction de vos types d'établissements, de vos statuts, de l'écosystème d'acteurs que vous avez autour de vous, mais également peut-être le point le plus diversifié, hétérogène, c'est le patrimoine bâti immobilier que vous avez. Donc, dans certains cas, vous allez être sur un bâti très vieillissant, avec de grosses problématiques où il faudra intervenir de façon assez lourde pour régler les différents sujets de réduction de la consommation de ressources, sur l'adaptation au changement climatique également. Dans un second cas, vous allez être dans une situation d'un patrimoine qui peut être amélioré avec des actions ponctuelles et dans certains cas, notamment sur le bâti plus récent, vous allez pouvoir vous projeter déjà sur des problématiques moins fortes à régler. J'ai repris quelques éléments liés d'un questionnaire de la FENADEPA en 2023. C'est plus de 51% des propriétaires répondants considéraient leur bâtiment comme vétuste. C'est un élément assez marquant qui démontre aussi l'enjeu sur l'intervention patrimoniale dans le secteur. Le quatrième constat, c'est le risque de la chaleur. C'est peut-être le plus concret, on l'a vécu dès le mois de mai cette année, peut-être le plus immédiat, mais aussi celui qui va croître le plus rapidement. Donc vous êtes des professionnels qui accompagnent les résidents, vous vous préoccupez de leur confort, de leur santé. C'est aujourd'hui, on va le voir, une préoccupation qui est pointée dans le cadre réglementaire, mais c'est un élément que vous avez conscience parce que vous le vivez tous les jours. Aujourd'hui, il y a 12 jours par an en moyenne
entre 2013-2022 de canicule, ça peut être multiplié par 5. Donc on comprend bien on va dire la priorité de cet enjeu. Et sur la même enquête dont j'utilisais les chiffres tout à l'heure, il y a plus de 60% des établissements qui considéraient comme inconfortables thermiquement les espaces privatifs. Donc peut-être les 40% restants, c'est sans doute des espaces qui sont climatisés et qui soulèvent d'autres problématiques en termes de maîtrise de charge, ou peut-être des établissements plus récents. Et peut-être le troisième chiffre que vous avez à l'écran, c'est plus de 10% des établissements ont eu plus de 60 jours d'inconfort thermique en 2022. Et ce chiffre-là va faire qu'augmenter dans certains territoires à 2040-2050. On peut imaginer plus d'une centaine de jours, avec la problématique sanitaire que ça peut représenter, notamment sur le corps humain, si ces périodes de canicule sont trop présentes. Donc ça veut dire aussi des contraintes pour vous en tant que professionnel dans l'accompagnement de vos résidents. Et c'est également une problématique qu'on peut rencontrer dans le service à domicile, dans l'accompagnement de ces personnes-là. Cinquième constat, le climat devient aussi un enjeu RH par rapport à la chaleur, bien sûr, au travail, par rapport aux contraintes territoriales, on en parlait hier. Chaque territoire ne part pas de la même situation, et la sensibilisation, la formation, on en parlait justement devant la fresque du climat qui est en bas, reste une des premières étapes pour embarquer l'ensemble de vos équipes. Donc sur la clarification des obligations, sans rentrer trop dans le détail, je vous propose une clé de lecture, c'est le cadre réglementaire aujourd'hui sur les enjeux énergétiques climatiques. On peut considérer qu'il évolue peut-être pas assez vite, mais il y a eu une très forte accélération depuis une dizaine d'années. Et normalement, ça ne viendra pas se ralentir. Donc ça veut dire que c'est des contraintes que vous allez rencontrer de plus en plus sur vos établissements. Donc on va parcourir sur certaines thématiques les obligations qui s'imposent notamment à certains établissements. Il y a des éléments, par exemple, liés à l'adaptation au changement climatique. On sait que c'est des éléments qui montent dans les différents textes de loi, dans les différents documents cadres nationaux, donc qui deviendront obligatoires demain. Et il y a également des obligations que je nomme indirectes, c'est-à-dire dès lors que vous allez passer un contrat d'assurance, dès lors que vous allez devoir contracter un prêt. Les organismes bancaires et assurantiels aujourd'hui font des notations environnementales en lien à vos démarches de transition écologique, savoir est-ce qu'elle est structurée, est-ce que vous avez évalué tel ou tel critère. Donc c'est des obligations qui finalement s'imposent indirectement à vos situations. Donc sur le panorama simplifié, il faut avoir en tête que c'est le sujet énergétique qui est le plus cadré aujourd'hui sur vos établissements, avec des graduations en termes de niveau de performance. La question des déchets et de la restauration également sont assez cadrés, notamment avec la loi Egalim. Et l'ensemble de ces sujets vont évoluer dans le temps, notamment sur les questions d'adaptation, d'atténuation au changement climatique et sur la résilience patrimoniale. Je vous propose de faire un focus rapide sur deux thématiques, sur l'énergie et le pilotage de l'énergie. Aujourd'hui, ce qui est, on va dire, la principale règle en dehors de la réglementation thermique en termes de rénovation et dans le neuf, c'est le décret tertiaire, où donc ça s'impute uniquement sur les parties tertiaires. Je fais une petite aparté, par exemple, pour les résidences autonomie, les logements ne sont pas considérés comme du tertiaire, donc c'est que les espaces collectifs. Un EHPAD, le décret tertiaire s'applique avec une obligation de réduction des consommations de 40, 50, 60% à 2030, 2040, 2050. Donc c'est des éléments progressifs qu'a prévu le législateur, qui sont parfois assez compliqués à atteindre, donc qui nécessitent des interventions un peu plus lourdes, on va le voir. Le deuxième élément sur la partie énergétique, c'est le décret BACS. Pour simplifier cet acronyme en anglophone, c'est d'être en capacité de piloter votre bâtiment avec une gestion technique du bâtiment, une GTB,
C'est un outil que vous venez accrocher à vos équipements de chauffage, de ventilation, d'électricité pour être en capacité de suivre les différents postes de consommation et d'identifier éventuellement les pics ou les surconsommations pour pouvoir intervenir. C'est un élément assez stratégique, on va le voir dans la troisième partie. Sur achat, alimentation, déchets, je pense que c'est des éléments que vous maîtrisez déjà beaucoup, donc je ne m'attarde pas sur toutes les obligations liées à l'alimentation, aux déchets, mais juste un focus sur les achats publics. Donc là, on ne parle que des établissements publics. Il y a une nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur le 22 août 2026, cette année, pour les établissements publics, l'obligation d'intégrer un indicateur des critères de transition écologique dans la totalité des marchés publics. Donc là, ça va toucher les établissements publics, mais également l'ensemble des fournisseurs qu'on retrouve au sous-sol, qui vous ont présenté l'ensemble de leurs produits. Donc vous, en tant qu'établissement, il y a sans doute la nécessité de faire un panorama de l'ensemble de vos contrats, ceux qui vont être reconduits prochainement, et aussi de vous rapprocher des centrales d'achat qui vont être également soumis à cette problématique. Sur la partie carbone, je vais être assez succinct. Aujourd'hui, l'obligation côté public, c'est tout établissement dépassant 250 salariés. Donc il y a certains CCAS qui sont soumis, donc les établissements au sein de ces CCAS sont soumis. Et côté public, c'est plus de 500 salariés. Il y a une obligation de réaliser un bilan carbone, donc un BGES. On va le voir rapidement tout à l'heure, mais c'est un outil de calcul qui permet, à travers l'indicateur carbone, d'identifier tous les postes d'émission du service et de l'établissement. Je suis passé très vite sur la partie réglementaire. Vous pouvez aussi vous référer, il y a une dizaine de documents générés par l'ANAP qui sont assez bien faits, synthétiques, par thématique, pour reprendre l'ensemble du corpus réglementaire. Je vous ai mis le lien sur la diapo. Donc sur la troisième partie, passer à l'action. Peut-être ce schéma va générer plus une inquiétude de la complexité que peut représenter la transition écologique, la complexité au sens il y a une multitude d'entrées, multitude de thématiques à traiter, mais c'est également une réelle opportunité à saisir, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur certains éléments selon votre point de départ sur votre établissement, selon vos statuts, selon le patrimoine immobilier que vous avez. On va le voir, il y a également une question d'actionner différents leviers progressivement. On a parlé avec pas mal de gens depuis hier sur la première étape restera forcément la sensibilisation, la mobilisation, parce qu'en tant que directrice, directeur d'établissement, vous pouvez avoir aussi un sentiment d'isolement sur certaines situations. Vous avez tout intérêt à vous entourer, à sensibiliser vos équipes pour qu'ils puissent porter ce message aussi, sensibiliser également les résidents que vous accueillez. Donc ça, finalement, c'est une action qui peut s'engager assez rapidement et à tout moment. Si on monte différentes marches en termes peut-être de moyens utilisés ou de complexité à mettre en œuvre, il y a les actions de mesure. On va le voir tout à l'heure dans la partie vraiment diagnostic. C'est une étape essentielle pour prendre les bonnes décisions au bon moment, pouvoir optimiser après les différents flux prioritaires. Donc là, c'est travailler principalement sur vos contrats énergétiques, sur votre contrat d'exploitation aussi du bâtiment. Et après, on passe sur le niveau 4 et 5, on vient remplacer des équipements, donc avec des investissements peut-être un peu plus lourds. Et le niveau 5, on vient intervenir dans une stratégie patrimoniale pour régler un sujet d'inconfort dans le bâtiment, une surconsommation parce que vous avez une passoire thermique comme bâtiment, ainsi de suite. Donc je vous l'indiquais en introduction, avec une certaine humilité, je vous propose cette lecture méthodologique en 5 étapes, de pouvoir vous projeter dans la transition écologique. Donc
Qu'est-ce que ça veut dire de se projeter? C'est pouvoir organiser et structurer finalement une feuille de route de transition écologique que vous pouvez greffer à peut-être votre projet d'établissement. C'est ce que le Code de la santé publique demande par exemple aux centres hospitaliers d'intégrer ces éléments dans leur projet d'établissement, c'est une obligation. Ce n'est pas encore le cas dans le Code sociomédicaux, mais c'est une posture que vous pouvez avoir d'engager cette solution. Donc la première étape essentielle, c'est le cadrage. Je l'ai évoqué, comprendre finalement votre situation, l'écosystème d'acteurs que vous avez, si vous êtes propriétaire ou non de vos bâtiments, si vous ne l'êtes pas, le mettre autour de la table très rapidement, parce que finalement les investissements vont peut-être être partagés, par contre les gains obtenus ne seront pas forcément partagés, donc il y a forcément une nécessité de comprendre la situation aussi patrimoniale du bâtiment, pouvoir le présenter aux équipes et aux résidents que c'est une démarche que vous souhaitez engager. Deuxième étape, c'est la partie diagnostic. C'est d'être en capacité d'être pilote de cette démarche, c'est-à-dire d'avoir les bonnes mesures sur les bons flux. Vous n'êtes pas obligé d'engager des mesures sur la totalité des flux. Ça va dépendre encore de la taille de votre établissement, les différentes problématiques, mais d'établir un plan de comptage sur les principaux flux qui sont énergie, eau, déchets, et avec un indicateur propre de performance à chaque fois. Donc sur l'énergie, ça va être des kilowattheures. Vous pouvez aussi faire le lien avec des ratios de kilowattheures par mètre carré pour savoir est-ce que votre bâtiment se trouve dans la moyenne ou non, ou est-ce qu'il surconsomme par rapport à la moyenne. Sur l'eau, ça va être des mètres cubes et ainsi de suite. Dans un deuxième temps, vous pouvez aussi mesurer vos intrants, donc sur l'achat, la restauration. Également, peut-être monitorer la question de confort et donc les températures présentes dans les pièces sur vos établissements. Et je l'ai évoqué, à travers un bilan de gaz à effet de serre, avoir un seul indicateur, l'indicateur carbone. Donc c'est de pouvoir partir avec des données fiables et être en capacité après de prioriser ces différents éléments. Je ne pouvais pas faire cette présentation sans vous parler des conseillers de transition énergétique et écologique en santé, donc les CT2ES, parce que ça peut être des relais sur vos territoires qui vont vous accompagner à, on va dire, à la première lecture argumentée de vos factures, faire le lien avec les ratios que je vous indiquais. Ça peut être des liens, un relais vraiment technique sur vos territoires, notamment si vous n'avez pas forcément de services d'exploitation, de services patrimoniaux. Donc là, c'est sur une grosse majorité des établissements. Par contre, c'est un dispositif qui n'est pas hétérogène sur l'ensemble du territoire. Certaines régions sont couverts par des conseillers, d'autres non, c'est des financements ARS et CNSA. Donc c'est souvent c'est un portage de différents établissements qui se rassemblent pour pouvoir financer ce type de poste. Donc sur la partie priorisée, je serai très rapide. Peut-être un élément à retenir, c'est de pouvoir à chaque fois questionner vos actions à travers 4 critères qui sont assez simples. C'est est-ce que l'action que je mets en place a un réel impact écologique, de ne pas tomber dans une lecture peut-être extrême de greenwashing sur certaines actions, mais aussi vous permettre de prioriser quelle action prioriser d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue budgétaire. Vous serez en capacité, avec un accompagnement, de pouvoir dimensionner quel est l'impact budgétaire, quelle économie vous allez avoir. Donc il y a aussi un indicateur d'urgence qui peut rentrer en ligne de compte sur une urgence peut-être réglementaire, de vous conformer à certaines règles, ou peut-être des urgences sanitaires si votre bâtiment devient vraiment inhabitable pendant 3-4 mois de canicule, ça en devient un enjeu sanitaire. Et les 2 derniers critères, on peut les lier, c'est la faisabilité technique et financière. Donc là, c'est des éléments qui, dès lors vous aurez identifié les principales actions, c'est de pouvoir se
bah, pouvoir identifier les subventions possibles sur ces actions. Et après, on peut classer de façon très schématique les actions qu'on peut mettre en place, mais ça peut être des actions de gestion, c'est-à-dire de questionner vos différents contrats, notamment énergétiques, de travaux légers. Ça peut avoir notamment, par exemple, sur la question de l'eau, je vous propose un exemple par la suite, où c'est des travaux assez légers qui ne nécessitent pas forcément de les intégrer dans un plan pluriannuel d'investissement. Et après, il y a des actions patrimoniales qui, là, seront nécessairement préparées et que vous devez forcément intégrer dans une vision prospective à 3, 5, 10 ans même, dans certains cas. Je fais quelques focus thématiques pour que vous ayez aussi une visibilité. Donc sur l'énergie, j'en ai pas mal parlé. Il ne faut pas du tout sous-estimer les gains que vous êtes en capacité de faire, gains écologiques et économiques, grâce à une bonne exploitation de vos bâtiments, une bonne exploitation de vos équipements et une bonne exploitation de vos contrats. Donc c'est vraiment l'exploitation, le pilotage. Donc ça, c'est à travailler avec l'entreprise qui gère l'exploitation, peut-être avec vos équipes techniques sur le bâtiment. Ça peut arriver. En général, c'est vraiment la première action qu'il faudrait mettre en place. Si vous avez un équipement très vieillissant, vous pouvez peut-être réfléchir déjà plutôt au remplacement de cet équipement avec une décarbonation de l'énergie utilisée ou une intervention plus lourde donc sur la rénovation, c'est-à-dire qu'on va parler d'isolation des combles, l'isolation des façades, travailler sur les menuiseries. C'est des interventions à programmer avec différents financements. J'ai une slide qui synthétise tout ça à la fin, mais il y a un éparpillement un peu des potentiels guichets que vous pouvez aller chercher en termes de financement. Donc ça crée une certaine complexité et certains sont propres à certaines thématiques. Le focus sur l'indicateur carbone, je l'ai mis uniquement pour que vous ayez l'info, mais à retenir, c'est un indicateur efficace pour avoir une vision transversale et systémique de l'ensemble des flux. Il n'est pas obligatoire forcément. Si vous voulez structurer à long terme, ça peut être pertinent, ça vous permettra de comparer année après année ces éléments, mais il n'est pas forcément indispensable dans la transition écologique de vos établissements. Dans le secteur privé, c'est des études qui sont financées par BPI-France, donc avec des restes à charge qui sont entre 30 et 60% la plupart du temps. Donc, ils sont quand même pas mal investis dans cette direction là, pour la partie privée. Si je fais un focus sur la question de l'eau, ce que j'évoquais, la mesure est réellement indispensable. Donc là, c'est des relevés mensuels, de pouvoir aussi identifier à travers des sous-comptages au niveau des douches, des lavabos, si vous avez une surconsommation par rapport à ce qui est préconisé, parce que comment vous pouvez agir, c'est des changements de petits matériels très simples, peu coûteux et avec des retours sur investissement assez forts. Donc là encore, il y a différents financements qui peuvent être employés. Je m'arrête sur uniquement l'agence de l'eau, peut-être un acteur vous n'avez pas forcément l'habitude de côtoyer, mais c'est des agences territorialisées qui financent tout ce qui est en lien avec les économies d'eau à l'intérieur, à l'extérieur du bâtiment, et aussi toute mesure d'écologie urbaine, notamment dans les jardins et de la gestion des eaux pluviales. Je prends un exemple très concret pour que vous rendiez compte aussi des actions très simples que vous pouvez engager peut-être dans le prochain mois si vous pensez qu'il y a cette problématique sur votre établissement. Là, c'est un établissement qui a été justement accompagné par un conseiller de transition énergétique et écologique dans le Pays de la Loire. Ils ont identifié qu'il y avait une surconsommation grâce aux factures. Après, ils ont fait une mesure localisée. Ils ont identifié que les lavabos, les douches avaient un débit 2 fois supérieur aux préconisations classiques. Ils ont fait l'investissement, principalement des mousseurs et un régulateur de débit
pour les douches. Ça ne change pas du tout le confort des usagers. Ce changement a été bien perçu par l'ensemble des résidents. C'est plus de 24% d'économie d'eau et 5 000 € à l'année. Donc on se rend, et surtout, si on parle on va dire d'un point qui peut être comparatif, c'est un retour sur investissement de 8 mois. Donc ça veut dire que c'est potentiellement des mesures en autofinancement que vous êtes en capacité de faire sur ces petites actions. Et j'aurais pu prendre un exemple pareil sur l'énergie avec des interventions en général, par exemple l'optimisation de vos contrats énergétiques, notamment le contrat par rapport à la puissance de vos équipements. En général, et c'est le retour d'expérience qui est partagé par les Pays de la Loire, c'est 20 à 40% d'économie sur le contrat énergétique avec l'optimisation uniquement de ces contrats-là, avant même de passer sur une gestion pilotée, une GTB sur le bâtiment. Là, c'est un exemple de l'agence de l'eau Bretagne qui a différents postes de financement. Je voulais m'arrêter, peut-être ça fait rebond avec l'échange qu'il y a eu hier sur la crèche et avec le paysagiste, mais c'est aussi un levier que vous pouvez actionner sur la qualité de vos espaces extérieurs, donc le maintien ou peut-être le développement d'un point de vue de transition écologique. C'est aussi important d'être en capacité de proposer un espace extérieur qui restera aussi qui reste une mesure de prévention pour la santé environnementale, mais aussi pour les coûts indirects d'entretien, c'est-à-dire que l'eau, au lieu de la renvoyer dans des tuyaux busés qui peuvent vous coûter de l'argent en termes d'entretien, ça peut s'infiltrer. C'est des éléments qui rentrent aussi dans des financements de l'Agence de l'eau, et c'est des éléments aujourd'hui qu'on porte aussi sur tout nouveau projet de construction. Le dernier focus sur cette partie-là, c'est le confort d'été. Sans forcément commenter la totalité du schéma, mais ce qu'il faut retenir, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un indicateur qui n'est pas forcément très présent dans le cadre réglementaire, mais là c'est le professionnel qui vous parle, c'est un oubli total, c'est vraiment une absence, et c'est très problématique dans des espaces qui accueillent des personnes vulnérables. Si je fais le pendant avec un autre secteur, aujourd'hui on se bat dans la construction de groupes scolaires, donc neufs, de pouvoir prendre en compte des climats prospectifs à 2040-2050, parce que, vous l'avez vu sur la slide tout à l'heure, on va avoir une augmentation des périodes de canicule, et elles vont être aussi plus longues. Donc c'est essentiel d'intégrer ces éléments-là. Comment vous pouvez l'intégrer? C'est déjà, si c'est une problématique au sein de vos établissements, d'identifier quels sont les espaces les plus chauds. Donc vous pouvez le faire avec un relevé vraiment terrain, ou sinon il y a différentes études de modélisation qui permettent de savoir est-ce que il faut des protections solaires fixes, modulables. Est-ce qu'il faut intégrer des brasseurs d'air? Est-ce qu'il faut mieux isoler le bâtiment? Voilà, il y a pas mal d'options constructives qui sont possibles pour rafraîchir nos bâtiments de façon passive, avant de passer sur une climatisation active qui peut être problématique si vous vous retrouvez à climatiser la totalité des mètres carrés de vos établissements. Ça a un impact également sur votre budget d'exploitation. Donc sur la quatrième et cinquième étape proposée, donc sur la partie financée, c'est comment on transforme une proposition d'action en projet. Donc je l'évoquais tout à l'heure, il y a une diversité de guichets qui soient liés plutôt à la partie écologie, bâtiment, énergie, donc portés principalement par l'ADEME, par le Fonds vert, ou par le secteur socio-médical, comme avec la CNSA qui porte différents financements. C'est souvent ponctuel, c'est-à-dire c'est souvent des appels à projets pour telle ou telle action. C'est aussi régionalisé la plupart du temps à travers les ARS. Je vous partage aussi sur le site de l'ANAP, vous avez un résumé qui est qui est actualisé assez fréquemment sur
les aides que vous pouvez aller capter selon les régions. Et là, ce que présente le schéma, c'est plutôt par typologie d'action. Sur toute la partie sensibilisation, moi, je prends un exemple, sur la partie sensibilisation, formation, il y a votre OPCO qui finance très largement toute sensibilisation liée à la transition écologique. Donc potentiellement un reste à charge de 0 pour votre établissement et on l'a vu tout à l'heure, c'est un élément assez stratégique. Là, c'est le lien pour la page de la nappe et je finirai là-dessus, comme ça on aura 5 minutes de discussion et questions. C'est 5-10 minutes. C'est la nécessité de mobiliser, d'embarquer finalement dès le début, dès votre premier projet, l'ensemble des acteurs, l'écosystème d'acteurs. Donc bien sûr, on pense tout de suite à vos équipes, à vos salariés qui sont aussi le relais de votre politique managériale sur un établissement. C'est pour ça qu'on a mis ce titre un peu trajectoire écologique. C'est aussi un levier, une trajectoire managériale, mais aussi avec les résidents. Ça fait écho, je pense, avec différentes présentations et peut-être la précédente. Vos résidents ont quelque chose à apporter dans la transition écologique. C'est souvent des personnes qui sont sensibilisées, qui savent reconnaître les arbres encore, qui s'intègrent dans des projets de jardin aussi sur vos établissements. Donc, il y a un réel besoin de sensibiliser, mobiliser au maximum l'ensemble de la chaîne et pouvoir associer dès le début ces acteurs-là pour aussi réduire la réticence au changement parce que nous, êtres humains, on a une réelle difficulté de ce changement, de pouvoir aussi avoir des actions mieux comprises par la globalité des acteurs et vous, en tant de responsable de service ou d'établissement, de vous sentir peut-être moins isolé sur la problématique et de pouvoir générer voilà, des ambassadeurs sur certaines thématiques. Et pour finir, et être peut-être dans le côté un peu plus actif, on voulait vous proposer de vous projeter sur les 12 prochains mois. Quelles seraient peut-être les 3 actions que vous vous donnez individuellement et après, bien sûr, en lien avec vos services, vos établissements, en lien avec la transition écologique? Quelles sont les actions qui vous semblent faisables et que vous vous donnez l'objectif de faire pour peut-être les présenter, c'est un appel au président, les présenter l'année prochaine au prochain congrès. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Coulet. Merci pour votre intervention, très complète. Mesdames, Messieurs, on a encore 5-10 minutes d'échange si vous voulez prendre la parole. Donc on va faire passer les micros si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit, si vous avez des questions. Monsieur, juste devant vous. Oui, je me permets d'intervenir. J'ai rien fait comme il faut. J'ai commencé les travaux de rénovation il y a 10 ans. Un peu style Panzer Division. J'ai pas suivi vos schémas, j'ai fait même tout à l'envers. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, en fin de compte, avec les retards des subventions, les retards des entreprises, les non-paiements des subventions, au bout de 10 ans, là, je finis avec la cerise sur le gâteau. Là, en ce moment même, ils sont en train de monter les panneaux photovoltaïques. C'est la cerise et c'est terminé. Et mon action pour l'année prochaine, c'est repos. Non, vous dire qu'effectivement, il y a des schémas à suivre, mais vous pouvez très bien y arriver sans ça. Moi, je n'ai pas pris le temps, effectivement, de mêler mes équipes avant. J'ai préféré décider d'abord et ensuite de les intégrer. Et ensuite, maintenant, on passe, je dirais, à la méthode inverse. C'est-à-dire que j'ai fait le plus gros et on traite le moyen, le petit, et on va arriver au résultat. Sur un bâtiment, l'objectif 2050 est atteint, et sur le second, l'objectif 2040 est atteint. Voilà.
Merci pour ce partage et c'est aussi un très bel exemple pour montrer que c'est faisable avec peut-être un peu d'avance par rapport à la moyenne, mais en effet, la proposition méthodologique, c'est pour ça que je mettais des guillemets dans la façon de faire. On peut le prendre dans tous les sens. Mais par contre, c'est assez essentiel avec l'évolution des obligations de se projeter à long terme et notamment, c'est une question réellement sanitaire, je pense qui vous touche directement aussi, cette question de confort d'été. Aujourd'hui, même la réglementation de la rénovation énergétique ne le prend pas du tout en compte. Et je dois préciser que j'ai évité une catastrophe industrielle il y a 2 ans. À cause de non-paiement de subventions en temps et en heure, je me suis retrouvé avec une trésorerie à zéro et à moins 700 000 prévisibles sous les 3 mois. Donc on a couru les banques en 3 semaines pour remettre ça à flot en crédit court terme. Voilà, et aujourd'hui tout va bien. Bravo. Parfait. Monsieur Boulet, je vous remercie. Merci pour votre intervention.